des questions, et notamment sur le fonds de solidarité, donc les fameux 1 500 € qui permettent à chacun de faire cette sollicitation dans des conditions qui ont été évoquées de manière très large, puis de plus en plus précise. Et aujourd'hui, on a quelque chose de vraiment concret. Alors, le premier point, c'est que ça s'adresse aussi bien aux indépendants qu'aux petites entreprises. Le deuxième point, c'est que c'est des indemnités qui vont être défiscalisées, hein, donc il n'y aura pas d'impôt dessus. Troisième point, on a donc un champ d'application pour des entreprises dont l'activité était en cours avant le 1er février 2020, qui n'ont pas déposé de déclaration de cessation des paiements avant le 1er mars 2020, qui ont moins de 10 salariés, qui ont un CA, donc chiffre d'affaires inférieur à 1 million d'euros. Si l'exercice est inférieur à 1 an, on fait un comparatif de CA mensuel et on doit être à moins de 83 000 €. Et si alors voilà, donc on ne doit pas avoir non plus de dirigeant qui est titulaire d'un contrat de travail à plein temps. Alors attention, les présidents de SAS, même si on reçoit des bulletins de salaire pas salariés au sens du texte, pas salariés de manière générale, donc ça ne s'applique pas à un salarié, un président de SAS. Mais voilà, c'est donc ce critère de contrat de travail, on ne doit pas pouvoir justifier un contrat de travail à plein temps en parallèle de la demande. Et alors, c'est important pour beaucoup de startups. Malheureusement, on ne doit pas être détenu par une société commerciale. Donc, ça veut dire que quand vous avez une holding, des fonds qui détiennent la structure d'exploitation et que vous êtes exploitant dans la société d'exploitation, en dessous, eh bien, le régime n'est pas applicable. Ça ne vous concerne pas. Si en revanche, vous êtes rémunéré ou si c'est la holding qui fait la demande, là, on a la possibilité de présenter cette demande et il faut que l'ensemble, entre la holding et la société d'exploitation, il faut que l'ensemble remplisse les conditions de moins de 10 salariés, du CA inférieur à 1 million, etc. etc. Dernier point, l'entreprise ne doit pas être en difficulté, sur la notion de difficulté. Alors, on peut revenir assez rapidement pour ne pas faire l'objet d'une ouverture de procédure collective. On a la possibilité d'être en plan de redressement, ça ne pose pas de problème pour être éligible sur ces deux régimes. En plan de sauvegarde ou en plan de redressement, on peut être aussi en conciliation ou en DALADOC, mais on ne doit pas présenter notamment des capitaux propres de la société inférieurs à la moitié du capital social à la clôture au 31/12/2019. Alors, jusqu'à la semaine dernière, la fin de semaine dernière, tout le monde a phosphoré sur la notion de force majeure et sur la possibilité de l'utiliser dans les contrats pour en faire tout un tas de choses, parfois avec des raccourcis assez sensibles, hein, des courriers avec des demandes de suspension de paiement en invoquant la force majeure, etc. Donc, juste pour que on comprenne un petit peu ce que veut dire la force majeure, c'est d'abord un concept qui peut être défini contractuellement. Donc, ça veut dire que le premier réflexe que vous devez avoir, quelles que soient vos relations, c'est d'aller voir le contrat, soit les conditions générales si elles sont applicables, soit un contrat quel qu'il soit, contrat de, je ne sais pas, de recherche et développement, contrat de distribution, contrat industriel, contrat, tous les contrats font souvent référence à une clause de force majeure, alors qui parfois modifie un peu le régime légal, impose des délais, impose des notifications dans des délais particuliers. Vous avez des clauses qui vous disent en cas de force majeure, l'éco-contractant devra, dans un délai de 30 jours ou dans un délai de 4 jours, informer par recommandé ou par mail. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'il faut absolument aller voir parce que c'est à respecter. La force majeure n'exclut pas le contrat. Premier point. Deuxième point, un cas de force majeure, ça doit répondre à deux critères ou deux aspects qui sont définis par la loi et qui sont le caractère imprévisible et le caractère insurmontable. Alors, sur le caractère imprévisible, effectivement, l'épidémie en elle-même, peut-être pas, mais en tout cas, dire que sa globalité, sa force
son côté mondial et les mesures qui sont prises en considération de cette épidémie sont considérées de manière assez unanime comme imprévisibles par leur force. Donc, ce critère ne pose pas réellement de difficulté. Attention, en revanche, à tout ce qui va être réalisé et conclu à partir de maintenant. Puisqu'un contrat qui serait réalisé maintenant sans disposition particulière, on ne pourra plus jamais invoquer la force majeure par rapport à l'épidémie de Covid, puisque l'événement est connu aujourd'hui, et même si on va dire que ces suites sont incertaines, on ne considérera plus qu'il est imprévisible. Donc attention à tout ce qu'on conclut aujourd'hui, avec la nécessité de prévoir des clauses particulières contractuelles cette fois, pour dire dans telle hypothèse, si l'état d'urgence devait durer au-delà de telle date, et prévoir les scénarios contractuellement sur les points sur lesquels vous allez vous engager aujourd'hui, parce que la force majeure ne vous sera plus d'aucun secours. Sur la notion d'insurmontable. Insurmontable, c'est vraiment insurmontable. Ça veut dire que c'est soumis à l'impossibilité de trouver des moyens alternatifs de réaliser les prestations en ayant vraiment une appréciation très stricte. Voilà, si j'avais un événement prévu un mardi et qu'il peut être organisé le mercredi ou le jeudi de la semaine d'après de manière non nuisible, si ce n'est un problème de confort ou autre, on ne considérera jamais que la mesure elle est insurmontable. Le côté insurmontable, c'est réellement l'impossibilité de mettre en œuvre un moyen alternatif, soit parce que les coûts sont pharaoniques, soit parce que c'est techniquement impossible. Et ça, c'est pareil, c'est apprécié de manière très stricte. On a des arrêts anciens sur des épidémies d'Ebola, de fièvre afteuse et autres, et on a des tribunaux qui sont assez sévères sur cette notion d'insurmontable. Donc la force majeure est une notion légale qui est vraiment appréciée de manière très stricte. Alors, il y a un autre point qui est important, c'est que la force majeure n'est également d'aucun secours pour des obligations financières. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est quelque chose qui s'échange, et si on ne peut jamais être dans l'impossibilité de payer quelque chose. On peut avoir des difficultés financières qui nous empêchent de le faire, mais c'est un autre débat. On est en cessation des paiements, on a une difficulté financière, mais la force majeure, même si elle existe, même si un élément rend ou génère des difficultés financières pour une entreprise, on ne considérera pas que le fait qu'elle ait des difficultés financières soit quelque chose d'insurmontable, parce que l'argent, c'est fongible. On peut toujours trouver de l'argent pour payer une prestation. Donc aujourd'hui, invoquer la force majeure pour dire vous m'avez livré des biens, vous m'avez livré des services, ou vous avez réalisé des services et je refuse de vous payer en invoquant un cas de force majeure, pour nous c'est quelque chose à ce stade qui n'est pas recevable parce que cette notion en fait d'obligation financière n'est pas couverte par la force majeure. Encore une fois, l'argent, si on n'en a pas aujourd'hui, on peut en avoir demain, et donc ça n'est pas insurmontable. Si un contrat doit être résilié dans la période qui est celle que l'on connaît, donc entre le 12 mars et le 24 juin, pour être précis, eh bien, ce délai, la résiliation, si on devait envoyer un recommandé avec un délai de 3 mois pour dire le contrat sera résilié ou autre, eh bien, ce délai, il est décalé par ordonnance. Il sera décalé de 2 mois supplémentaires par rapport à un délai qui est 1 mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire. Donc là encore, la volonté de préserver les relations contractuelles dans une configuration normale a été primordiale, et on a dit qu'à partir du moment où ces résiliations devaient intervenir dans cette période, elles seraient protégées. Deuxième point assez important qui concerne les astreintes, les clauses pénales et les clauses résolutoires. On nous dit dans l'ordonnance que toutes les obligations qui devaient être exécutées à une date précise, dès lors que cette date expire entre le 12 mars et le 24 juin, les obligations ne pourront pas servir d'appui, si elles ne sont pas exécutées dans l'intervalle, elles ne pourront pas servir d'appui
à une astreinte, une clause pénale ou une clause résolutoire. Clause résolutoire, ça veut dire vous deviez exécuter une prestation dans un délai imparti, vous n'avez pas exécuté cette prestation, j'en prends acte et je fais tomber le contrat. Donc tout ça, on va dire que c'est paralysé pendant la période d'état d'urgence sanitaire, plus de mois. Donc ça veut dire que on ne pourra pas utiliser une défaillance. Donc ça, c'est très confortable parce que ça permet à chacun de garder une appréciation de la capacité ou de la volonté à continuer à travailler, à livrer, à réaliser les prestations, mais pour tout un tas de raisons, sans avoir à rentrer dans les détails, il y a beaucoup de prestations de livraison et d'exécution contractuelle qui ne vont pas pouvoir être réalisées, effectuées, et eh bien, elles ne pourront pas mettre en péril le contrat. Si vous êtes un distributeur, si vous avez un contrat d'acquisition, de fourniture, c'est pas parce que vous avez une commande qui devait être livrée à une date précise et qu'elle ne l'est pas pour toutes les raisons qu'on peut connaître, que le contrat va tomber. Donc on a voulu préserver au maximum les relations contractuelles entre les entreprises. Alors attention, c'est pas une remise, c'est pas une dispense, c'est uniquement une suspension. Ça veut dire que pendant cette période, l'obligation elle est suspendue. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la réaliser, hein, ce n'est pas un blanc-seing pour ne plus rien faire, mais c'est en tout cas une possibilité de conserver le contrat. Et pendant cette période, eh bien, de suspension, on ne pourra pas l'utiliser. Par contre, dès que la période de suspension va prendre fin, à nouveau, on devra réexécuter immédiatement les prestations, sous peine cette fois de déclencher les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires. Grégory, je t'interromps 2 petites secondes. On a alors une remarque, une question. Je commence par la question qui rejoint les paiements. Pendant la durée de période actuelle, on voit beaucoup de factures qui ne sont plus payées par les clients. Est-ce légal? Est-ce que cela rentre dans le cadre des suspensions que tu mentionnes? Donc le fait qu'un client ne paye plus ses factures. Alors oui, je pense que ça rentre. Alors ça rentre. Non, c'est quelque chose qui ne va pas permettre de solliciter la résolution du contrat. D'accord. J'imagine, enfin je sais pas, je prends un exemple de construction d'une maison. S'il y a une facture, alors mettons que ce soit entre des professionnels ou un aménagement de bureau, s'il y a une facture périodique pour une tranche qui à un moment donné n'est pas payée, on ne pourra pas sur la période dire bah, vous n'avez pas payé votre facture, donc je résilie ou je résous la totalité du contrat et notre relation s'arrête parce que vous avez commis une faute. L'ordonnance nous dit vous ne pourrez pas utiliser cette non-exécution sur un délai précis, pendant un mois et demi, pour arrêter le contrat. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une légitimité à avoir suspendu le paiement. Le paiement doit être fait. S'il n'est pas fait, eh bien, on pourra poursuivre la personne pour les intérêts de retard sur la durée et juste à la fin de la période de suspension, le cas échéant, pour aller jusqu'à la résolution du contrat. Donc, on a juste protégé le contrat, mais ce n'est pas légitime pour autant. Un petit mot sur les bons commerciaux par rapport à ça. Donc, il y a eu pas mal d'échanges. Alors, très rapidement, les grosses foncières, type Unibail ou autres, avaient conclu des accords, mais bien en amont des ordonnances, pour solliciter, enfin pour accorder des différés de paiement. Alors, l'ordonnance, hein, là encore, prévoit rien de particulier, si ce n'est de protéger le contrat. Et encore une fois, et elle indique qu'il ne pourra pas y avoir de clause résolutoire de résiliation en cas de non-paiement des loyers sur la période. Voilà. Donc, vous pouvez, si vraiment vous êtes en difficulté, suspendre les paiements. Je dis bien suspendre, hein, ça sera payé dès le retour de la normale. Suspendre les paiements et ne pas encourir de résiliation, enfin de mise en jeu de la clause résolutoire du bail. Donc ça, c'est quelque chose d'important puisque tout le monde était un peu sur des œufs au début en se disant si je suspends et que je reçois un recommandé que je ne peux pas aller le chercher visant la clause résolutoire, je risque de perdre mon bail. Et ça, c'est quand même dramatique. Donc aujourd'hui, les choses sont cadrées. Là encore, je pense qu'il y a largement mieux à faire que de simplement suspendre les paiements. On a eu beaucoup de demandes, nous, que ce soit du côté bailleur ou du côté
l'heure. Et on peut tout à fait organiser des décalages. On a des baux qui sont parfois trimestriels avec un paiement d'avance. Hein, on paye début de trimestre. Il suffit de négocier avec votre bailleur d'avoir, à la limite, on peut aller beaucoup plus loin que cette seule suspension. Vous pouvez très bien négocier avec votre bailleur d'avoir un terme échu à la fin de trimestre, éventuellement jusqu'à la fin de l'année, par exemple. Voilà, entre décaler un mois ou un mois et demi un peu à la sauvage et se retrouver en discussion conflictuelle avec votre bailleur dans un mois et demi et prendre son téléphone et dire bah, écoutez, on a besoin d'aide et on voudrait passer en termes échus pour les 2 trimestres qui arrivent, je pense qu'il y a beaucoup plus à gagner que, encore une fois, d'utiliser ces protections qui sont juste des protections, mais ça ne n'empêche pas ou ça ne remplace pas les échanges et les négociations saines qu'on peut avoir avec tout le monde. Voilà.